comprends toujours pas pourquoi il m'a mis la perruque de Catherine Fonck. Mais j'aime encore bien cette boîte où on peut se permettre ce genre de truc qui me fait beaucoup rire. Et pleurer à la fois. Bon, le premier qui me remet, je le mange avec de la tartare. Pierre Kroll, cher collègue bienveillant, re-bienvenue. Rebonjour. Candice Vanek, et je n'arrête pas de pleurer de rire. Vous êtes journaliste indépendant, toujours sur votre documentaire sur les réfugiés? Toujours, toujours. C'est pas les réfugiés, c'est la radicalisation, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas drôle. François, chef de la rédaction bruxelloise radio de la RTBF. Oui, bonjour Florence. On se reprend. Oui, je me reprends. On va donc commencer avec une interview qui fait énormément de bruit en Flandre, mais dont on n'a quasi pas parlé au sud du pays. Alors on sait déjà plein de trucs sur les femmes, on est moins futé, ce qui explique qu'on gagne moins d'argent. Rien ne nous excite plus au monde qu'un aspirateur balai, et quand on est hystérique, il suffit de nous emmener faire du shopping. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est Vizorek qui a écrit ça non, aussi? Non, c'est moi. Je ne sais pas si c'est vous qui le dites, Florence. En tout cas, c'est peut-être pas totalement faux dans le monde merveilleux de Fernand Hutz. Fernand Hutz, c'est un gros patron flamand. Il n'est pas gros, mais enfin, c'est un patron qui compte. Il a une grosse boîte de logistique et il a expliqué dans une interview, celle qui a fait beaucoup de bruit, donc qu'il était difficile de lancer sa boîte aujourd'hui à cause des femmes modernes, parce que dans le passé, les femmes laissaient plus d'espace à leur mari pour entreprendre, mais elles sont devenues de plus en plus exigeantes. Ça vous parle, Candice? Bah, écoutez, c'est un peu risible, hein, je veux dire, on est étonné que des énergumènes existent encore de nos jours comme ça. Ce qui est pas mal aussi dans cette interview, c'est une petite phrase qui cite « Il est absolument scandalisé qu'aujourd'hui, la qualité de vie est plus importante que l'argent ». Alors, bon, je crois que ce monsieur, on ne va pas trop lui parler de l'importance de l'égalité homme-femme, du bien-être aussi des travailleurs masculins qui ont peut-être envie de voir grandir leurs enfants, mais quelque chose qui devrait peut-être lui parler, c'est comme il aime l'argent, il doit aimer la bonne tenue des finances publiques et privées. Et on a un très bon exemple en Islande, où les hommes ont fait n'importe quoi avec l'économie. Et après le crash boursier de 2008, où le pays s'est trouvé à ça de la faillite, eh bien, c'est quand même des gens un tout petit peu sensés. Les Islandais, ils ont nommé une femme première ministre, qui a eu un gouvernement totalement paritaire, qui a redressé incroyablement la croissance économique. Et même au niveau des banques, dans les 3 plus grandes banques, ils ont viré les hommes. En tout cas, il y a 2 dirigeants qui ont été remplacés par des femmes. Le 3e est resté. Il a dû composer avec un conseil d'administration 100% féminin. Donc, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'on est assez bonne pour faire le ménage, surtout pour nettoyer le bazar laissé par les hommes. Encore une féministe, merci, Oui, comme ça. Ce féminisme-là, je ne prends pas. Ça ne sert à rien d'inverser les choses et de dire que parce qu'une femme elle est à la tête d'un gouvernement, tout d'un coup il sera formidable et que tout sera bien fait. Oui, je propose qu'on essaye et puis on verra. Je trouve ça aussi ridicule que de dire le contraire. Oui, mais si la testostérone mène à des folies au niveau de la finance... en tout cas, ça mène à des folies. C'est pas dans les ovaires que se trouve ce qui manque aux hommes, quelque part. C'est pas plus malin, je trouve. C'est pas grave. Mais par contre, je trouve tout aussi débile que vous, ce qu'a dit ce patron flamand, parce que ce qui est idiot là-dedans, c'est de penser que, par nature, donc lui, si je le comprends bien, les hommes, ils n'aiment pas les week-ends en famille. Ils n'aiment pas leurs enfants. Ils n'aiment pas avoir congé. Ils n'aiment pas partir en vacances. Ils n'aiment que travailler, ce qui J'ai le reste de la citation. L'homme doit dorénavant participer aux tâches ménagères, rester à la maison, faire des city trips, l'horreur, aller au sport d'hiver et prendre des congés. François, ça vous parle? Je sais que vous êtes brimé par votre cause, vous me l'avez dit. Céline, si tu nous regardes. Vous n'imaginez pas les trésors de négociation que j'ai dû développer pour venir ici à dimanche. Non, je rigole, j'ai une femme merveilleuse qui, évidemment, m'a laissé venir sans trop de soucis. Et d'ailleurs, les comptes chez nous, c'est ma femme qui les tient et ça vaut mieux. Vous voyez, Pierre, parfois... C'est peut-être dans les ovaires. La mienne travaille le dimanche. Non, mais je rejoins Pierre là-dessus. C'est vrai qu'il y a la vision de la femme, évidemment, qui est rétrograde, comme on l'a rarement entendu en 2016. Il y a aussi la vision de l'homme qui est terrible ici. L'homme pour qui les seules valeurs qui seraient correctes, c'est le fric, le travail et les congés, la famille, etc. Ah non, surtout pas, ça c'est des affaires de Nana ou de Jeannette pour utiliser d'autres termes. Non, mais vous voyez un peu la vision de l'homme, quoi. C'est terrible. Moi, c'est ça qui m'a surtout frappé dans cette interview. Et il faut quand même savoir que Madame Hutz, parce que oui, il est marié, n'est pas du genre à faire des cupcakes en attendant son homme à la maison, vu qu'elle a été magistrate pendant 17 ans et puis qu'elle a rejoint l'entreprise familiale et elle a justifié les propos de son mari en disant que c'était un homme d'affaires flamboyant qui tient des propos flamboyants, mais pas sexistes. Alors je savais que l'amour rendait aveugle, maintenant je sais aussi qu'il rend sourd. À propos, ce qu'on peut lire derrière ces propos-là, c'est qu'effectivement l'économie a besoin de gens qui sacrifient leur dimanche et qui prennent moins de congés que d'autres. Mais il faut qu'ils aient le choix et qu'ils soient hommes ou femmes. Ça renvoie un peu au débat précédent sur l'allocation universelle, où effectivement, si on en donne une copieuse, il y aura des gens qui choisiront de faire que des choses bénévoles après, et d'autres qui se diront, je vais ajouter à ça encore beaucoup de revenus. Et on a besoin des deux.
Mais ça, c'est une vision aussi totalement bien masculine, Mais bien virile, qu'il faut plus de croissance, produire plus, toujours plus. Bah, voilà, je crois qu'avec une vision féminine qui prend en compte aussi le bien-être et le fait de pouvoir... Je n'ai pas dit ça, Candice. J'ai dit qu'il faut quelqu'un qui conduise le bus le dimanche aussi. Que ce soit une femme ou un homme, je m'en fous. D'accord ? Il faut quelqu'un qui le conduise le dimanche. Je crois qu'on peut réfléchir aussi l'économie autrement et les femmes peuvent apporter un plus là-dedans. Bon, ben, j'ai pas fini en tout cas sur le sexisme. Sexisme à présent. Sadiq Khan, le nouveau maire de Londres, s'attaque aux publicités dans les transports en commun, pas toutes les publicités, ils visent les représentations irréalistes du corps, les corps hyper photoshopés, les publicités qui pourraient, je cite, créer des problèmes de confiance en soi. Elles seront interdites dès le mois prochain, uniquement dans les transports en commun, mais c'est déjà un gros réseau. C'était cosmétique, ça, ou c'est essentiel comme mesure ? Bon, c'est sûr que ce n'est pas en interdisant quelques publicités dans le métro londonien que les entreprises de produits cosmétiques vont arrêter de nous culpabiliser sur notre apparence physique, parce que c'est clair que si vous et moi, on a des complexes, on est un peu mal dans notre peau, on va plus facilement acheter des produits anti-gras des fesses que si on resplendit de confiance en nous-mêmes. Est-ce que pour autant, il ne faut rien faire ? Ça, je ne crois pas, parce qu'on est quand même dans une société assez contradictoire, où d'un côté, on nous dit qu'on est totalement libre, qu'on fait ce qu'on veut de notre corps, qu'il n'y a absolument pas de pression, et de l'autre, on a quand même des gamines qui, aujourd'hui, se laissent littéralement crever de faim pour ressembler à des mannequins anorexiques. Donc, c'est plus seulement une question de publicité sexiste ou pas sexiste, c'est aussi une question de santé publique à un certain moment, donc qu'on fasse quelque chose, voilà, c'est un petit pas dans la bonne direction. Mais Sadiq Khan a peut-être été inspiré par le Barnum et la mobilisation contre une campagne de pub dans le métro londonien. C'était l'été passé. C'était une campagne pour, c'est celle-ci, la jaune que vous voyez passer. Are you beach body ready? Est-ce que votre corps de plage est prêt? C'était pour des produits hyper protéinés. Une pétition en ligne avait recueilli plus de 70 000 signatures pour demander le retrait de cette campagne de pub. Et la photo qui résume peut-être le mieux l'énervement autour de cette publicité, c'est ce qu'ont fait des jeunes londoniennes en posant en bikini devant cette pub. Comment avoir un corps de plage? Emmenez votre corps à la plage, ça suffit comme ça. François, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Oui. Vous êtes donc le chef de la rédaction radio bruxelloise. Si on vous a invité... Ah, je vois que vous prenez vos petites notes. Oui, j'ai mes copions, évidemment. Si on vous a invité cette semaine, c'est parce qu'il y a eu un bazar assez improbable autour du piétonnier dans le centre de Bruxelles. Alors, mercredi, on apprend que le périmètre du piétonnier va être réduit. Le lendemain, on nous dit « Oh, absolument pas, ça n'est pas vrai ». Et puis, on apprend que l'auditeur du Conseil d'État pense carrément annuler tout le piétonnier. La décision sera prise le 29. Ça mérite quelques explications. Vous n'avez pas compris, Florence. C'est pourtant très simple. C'est pourtant très simple. Effectivement, le périmètre du piétonnier, on n'y a pas touché. Le périmètre, c'est le contour, c'est ce qu'on a dessiné un jour en disant voilà telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, qui va en gros de la place de Brouckère et même un peu plus loin jusqu'à la place Fontenas. Donc vous voyez les grands boulevards du centre. On n'y a pas touché. Mais à l'intérieur de ce périmètre, les voitures pourront rouler dans certaines zones, à certaines conditions, sur certaines voiries. Donc si vous voulez, on a maintenu un piétonnier, mais sur lequel les voitures peuvent rouler. Ça, c'est un concept très bruxellois et très belge, un piétonnier qui accueille des voitures. Donc, à mon avis, on pourrait plutôt parler d'un semi-piétonnier qui ne dit pas son nom, en tout cas dans deux zones, puisque la place de la Bourse alentour, là, ça reste strictement piétonné. Mais en tout cas, les deux zones de part et d'autre, là, les voitures pourront rouler. Donc, vous voyez, chacun a un peu sauvé la face dans cette histoire. Comme un Namur, quoi. Chacun a un peu sauvé la face. Moitié. Yvan Mayer a sauvé son bébé. On n'y a pas touché. On n'y a pas touché au périmètre. Les libéraux, on peut dire aux commerçants, on va vous faciliter les accès pour que la clientèle revienne. Voilà. Parce que ce piétonnier, il a été un peu accusé de tous les maux, entre autres de tuer le commerce et l'ORECA. Alors le piétonnier, il est arrivé juste avant le lockdown, les attaques terroristes, les menaces, les niveaux de sûreté, etc. Donc c'est comment démêler ce qui est l'effet du piétonnier et ce qui est l'effet de la peur des gens et de la menace terroriste. C'est effectivement pas simple. Dans une vie antérieure, j'ai été un petit peu urbaniste et je sais que le pari que fait Yvan Mayer n'est pas basé sur rien. Les piétonniers ont toujours fini par gagner par rapport à leurs détracteurs, même commerçants. Parfois, on a changé de commerce, évidemment. Ouais. C'est plus des commerces on va chercher des choses en voiture, c'est des commerces, on va chercher des choses à pied, assez logiquement. Mais après un moment, ça s'équilibre. Ici, évidemment, il a vu très grand d'un coup, très fort. Et puis est arrivé tout ce que vous dites. Donc je pense que ces solutions qui ont l'air un peu à la belge, elles sont aussi peut-être un peu modernes. Moi,
moi je me suis souvent demandé aussi pourquoi on ne jouait pas sur les heures dans une journée. Vous savez, on fait parfois des braderies, certains moments de l'année où on ferme les rues. Mais peut-être que certaines heures de la journée, elles peuvent être piétonnières et pas d'autres. Laissez passer les voitures la nuit où il n'y a pas beaucoup de promeneurs. Le type bourré n'a qu'à longer les murs au lieu de marcher au milieu. Bon. Le problème, c'est qu'on aurait pu penser à ces solutions peut-être avant de bloquer les grands boulevards d'un coup. Je sais qu'Yvan Maillard a voulu frapper fort, que ça faisait 20 ans qu'on essayait d'amener ce piétonnier et que personne ne réussissait parce qu'on ne parvenait pas à trouver le compromis ultime pour avoir une décision finale. Donc il a voulu aller vite. Mais c'est vrai qu'il aurait peut-être dû penser à ce genre d'aménagement avant, parce que là, on a quand même 1 an de polémiques qui sont quand même très dures et qui ne sont pas bonnes et qui ont rajouté, si vous voulez, du négatif à cette image de Bruxelles où rien ne fonctionne, où on ne peut arriver à rien. Donc ça, c'est dommage, évidemment. Et des commerces et l'ORECA qui trinquent, en effet, même si on n'a pas déterminé exactement pourquoi. Et quand on voit les perquisitions et les inculpations d'hier, la tension qui règne à Bruxelles, a priori, c'est pas fini non plus. Hein. Non, très, très clairement, je crois que le terrorisme, on est encore parti dedans pour un petit moment. Bon, on l'a très bien vu avec les attentats, celui d'Orlando, celui aussi du tueur de policiers en France. Ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi sur ces 2 attentats, tous les 2 revendiqués, pas revendiqués par Daesh, mais les personnes qui les ont commis, ce sont elles revendiquées Daesh, alors que ce sont 2 situations totalement différentes. Bon, d'une part, c'est vrai que le tueur de policiers, c'est vrai que c'était quelqu'un de radicalisé, qui était fiché et suivi déjà depuis un moment. Et lors de l'intervention du RAID, il a lui-même déclaré aux policiers qu'en fait, il répondait à l'appel de Daesh qui enjoignait à commettre des massacres. Des liens qui apparaissent de plus en plus ténus. Oui, le ramadan. Oui, tout à fait. Et tandis qu'Orlando, là, on a affaire à un pur détraqué. Oui, pardon, je parlais d'Orlando. Oui. C'est pas grave. Pardon. Mais c'est sûr que, bon, là, avec Orlando, on voit vraiment maintenant que Daesh, c'est devenu le label trash gore pour tous les psychopathes mégalomanes qui veulent donner un côté plus effrayant à leurs actes, un peu comme ce qui s'était passé l'an dernier en France, où il y a un homme qui ne supportait pas son patron, qui l'avait décapité, qui a maquillé ça en attentat terroriste. Alors là, qu'il y ait Daesh ou pas, ce genre de malade passera toujours à l'action, mais les radicalisés comme celui qui a assassiné les 2 policiers, là, on peut faire quelque chose avec des services de renseignement plus efficaces. Tout à fait. Enfin, on le sait, en Belgique, on n'est pas vraiment chauvin, mais il ne faut pas pousser Bobonne dans les orties non plus. On n'est pas très grand, mais on reste en pays, ce qui a visiblement échappé à Donald Trump, mais pas du tout à Hillary Clinton, pour qui c'est une occasion de se foutre de la poire de son adversaire en partageant cette vidéo. C'est un message de votre potentiel futur président à propos de la géographie. So Belgium is a beautiful city. C'était facile, c'était efficace. Bon.